1986, avant l'automobile, avant l'aviation, avant le cinéma, le célèbre scientifique Michel-Eugène Chevreul est interviewé à l'occasion de son 100e anniversaire. L'intervieweur était Gaspard Félix Tournachon, le grand photographe que tout le monde à Paris connaissait sous le nom de Nadar. Leur conversation, retranscrite pour le grand public, non seulement en mots mais aussi en images, sera la première interview moderne. Nadar, aventurier et idéaliste, était un homme grand, avec des cheveux d'un roux flamboyant. Jeune homme, il fait partie du Paris bohème et se consacre à l'écriture et à la caricature. Puis, il eut le désir de la photographie et de voler dans les airs. Mais il est trop impatient pour attendre l'avènement du vol motorisé. Il était aussi un aéronaute enthousiaste. Il aimait voler, tout simplement. Nadar était un aventurier infatigable. Son vieil ami Daumier le dessina comme le premier photographe aérien, élevant la photographie à la hauteur de l'art. À propos du prodige de la photographie, Nadar écrit qu'il était le plus surprenant, le plus troublant de tous les arts. Celui qui semble donner enfin à l'homme le pouvoir de créer en matérialisant le spectre impalpable qui s'évanouit aussitôt qu'aperçu. Mais en tant qu'artiste, Nadar voulait aller plus loin, déceler et capter les traits essentiels, la véritable personnalité de ses sujets. Et il y parvint. Les portraits de Nadar étaient célèbres en leur temps, comme ils le sont encore aujourd'hui, pour leur justesse psychologique. En 1886, c'est son fils Paul qui dirigeait le studio Nadar et c'est Paul qui prit ses photos de Chevreul. Un sténographe consigna aussi l'intégralité de la conversation. Une interview complète en mots et en images. Chevreul est né en 1786 à Angers. Son regard, ce regard, a croisé celui de personnes nées au siècle précédent, le siècle de Molière, de Shakespeare. Il apprit à parler avant la Révolution, celle dont la violence le hantait, comme ces deux jeunes filles exécutées sous ses yeux lorsqu'il était enfant. Chevreul consacra sa vie à la science, à l'observation, à la recherche de la vérité. En tant que scientifique et sceptique, il examine les revendications des voyants. Séances de spiritisme, baguettes divinatoires, pendules, tables tournantes, et les réfute avec vigueur. Il s'illustra dans plusieurs domaines. En tant que chimiste, il isola et décrivit le cholestérol. Il donna son nom à la margarine. En 1825, il inventa la bougie moderne. Pendant 60 ans, il étudia la couleur. Sa loi du contraste simultané des couleurs définit notre perception changeante des couleurs lorsqu'elles sont placées côte à côte. De nombreux peintres, de Delacroix à Seurat, vinrent solliciter ses conseils et ses théories eurent une influence déterminante dans la création du mouvement impressionniste. Chevreul était président de l'Académie des sciences quand l'invention de Niepce et Daguerre, la merveille photographique connue sous le nom de daguerréotype, y fut présentée en 1839. Et le voici, sur des photographies prises presque 50 ans plus tard, pour son 100e anniversaire. L'interview de Chevreul fut publiée une semaine plus tard. En fixant les mots et les images de cette conversation, Nadar ajouta une nouvelle dimension. Pour la première fois dans l'histoire, un échange passionné était saisi fidèlement en mots et en images. Nadar et Chevreul semblent prendre vie. Il y a quelques années, la télé australienne a reconstitué cette entrevue entre Chevreul et Nadar.
À partir des dizaines de photos et des notes sténographiques prises lors de l'entrevue originale, la reconstitution, vous allez le voir, est troublante de réalité. Monsieur Chevreul! Que voulez-vous que j'écrive sur votre album? Je vais écrire mon premier principe philosophique. Ce n'est pas moi qui l'ai formulé, c'est Malebranche. On doit tendre avec effort vers l'infaillibilité sans y prétendre. J'ai bien cherché, mais je n'ai pas trouvé mieux. Monsieur Chevreul, vous passez pour avoir trouvé chimiquement un secret de longévité. Vous voulez une confidence? Il n'y a pas un secret de longévité. Il en est des quantités de plusieurs sortes. Mais c'est là, d'abord comme en toute chose, une question de méthode. Nombre de gens que je sais voudraient bien connaître cette méthode-là. Il est facile de la connaître. Je crois que pour certaines personnes, il est peut-être plus difficile de la suivre. Je dois vous dire d'abord qu'il faut faire sa part à la transmission héréditaire. Mon père est mort en 1845 à l'âge de 91 ans et demi. Ma mère a 93 ans. Je mange toujours à heure fixe, prenant mon temps, mastiquant bien, quittant à chaque repas la table avec un reste d'appétit. Pourtant, je n'y fais pas mauvaise figure et je ne laisse pas mon assiette pleine. Quant au tabac, Pas de tabac. L'odeur m'a toujours incommodé. Je crois qu'il est à propos de varier ses occupations. De s'occuper, par exemple, le matin des sciences exactes, de philosophie dans la journée, poésie, musique, le soir. Mais surtout, pas de discussion à table. Une discussion en mangeant, c'est une pelote hérissée d'épingles qu'on avale. Principalement, la politique ne doit jamais être admise dans la salle à manger, ni nulle part ailleurs, selon moi. mais cette longévité est-elle un bienfait, monsieur Chevreul? En douteriez-vous? Pas lorsque je vous contemple dans la gloire de vos 100 années. Mais il n'est pas donné à tous d'atteindre les mêmes hauteurs. Pour le commun de nous autres mortels, la perte me paraît sensiblement dépasser le profit. La fatigue et l'usure des organes déterminent généralement chez nous tous des indispositions, des maladies cruelles. En fin de compte, et malgré les traverses et les peines, je tiens la vie pour bonne et j'en suis reconnaissant. On ne saurait nier que la virilité perd incontestablement de sa force au double point de vue des facultés physiques et intellectuelles. Mais cette perte a des compensations qui, fixant l'esprit sur les idées sérieuses, l'éloignent des idées futiles. L'habitude d'observer en tout temps, loin de s'éteindre avec l'âge, permet de profiter du présent, soit pour modifier des idées acquises, soit pour créer des idées nouvelles à l'aide des éléments nouveaux. Ah, s'il était possible de donner à tous les êtres humains cette noble curiosité. Je connaissais M. Hersan, le peintre académicien. Il y a 50 ans, je me trouvais avoir à lui dire que le jaune à côté du bleu devient orangé et le bleu à côté du jaune passe au violet. Il me répondit, si un autre que M. Chevreul me disait cela, je dirais qu'il en a menti. Mais M. Chevreul me le disant, je veux le voir pour le croire. Je l'invitai aussitôt à venir me voir à mon laboratoire des Gobelins, où je lui donnerai la preuve. M. Hersan est mort 20 ans après, sans être jamais venu me voir, tant il fut peu curieux de connaître cette loi si intéressante du contraste simultané des couleurs. Il faut que vous voyiez, il faut que je vous fasse voir. Je veux faire voir parce que c'est quand je vois que je crois. Aussi, j'approuve parfaitement ce que dit M. Pasteur. Le plus grand dérèglement de l'esprit est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient. Je savais quelle est votre haute considération pour M. Pasteur. M. Pasteur est pour moi l'un des plus grands génies du siècle. Et je n'hésite pas à le proclamer tel. Donner une maladie pour en guérir une autre nous eût paru un contresens. Je dois vous dire
ceci en toute humilité. L'école à laquelle j'appartiens ne m'aurait jamais permis d'arriver à un pareil résultat. Je sais que vous admirez fort Molière. Ah, Molière. Molière est l'homme qui connut le mieux la nature humaine, grâce à l'analyse et à la synthèse mentale dont il sut faire un si admirable usage. Il les a appliqués à la connaissance de l'homme comme Newton a appliqué l'analyse et la synthèse mathématique à l'étude de la mécanique céleste, et c'est ainsi que tous deux sont élevés au comble de la gloire humaine. Vous avez bien connu Daguerre. Oui, quant au daguerréotype, ou même quant à la photographie, je vous avouerai que j'ai eu là longtemps une véritable répulsion. Jusqu'en 1883, jusqu'à 97 ans, je m'étais refusé à toute demande de poser. Mais je fus enfin vaincu. Mais je ne pouvais alors prévoir tout ce qui s'accomplirait depuis, jusqu'à ce monsieur Eastman qui met le docteur Marais à m'aide de prendre les oiseaux en vol à 2 millièmes de seconde et vous de recueillir à votre gré de votre ballon ces relevés planimétriques si curieux. Ce n'est pas moi, monsieur Chevreul, c'est mon fils. Bon, votre fils ou vous, est-ce que vous ou votre fils, pour vous deux, ce n'est pas exactement la même chose? Assurément, monsieur Chevreul. Et pour moi, c'est même meilleur. Dites-moi, vous vous êtes beaucoup occupé autrefois de navigation aérienne. Y pensez-vous toujours? Les tentatives de piloter les ballons dans l'air ont été chimériques, vaines, dès le lendemain de 1783. N'appréciez-vous pas que l'unique moyen pour l'homme de se diriger dans l'air contre les courants est de s'inspirer de l'exemple donné par l'insecte et l'oiseau, qui ne pourraient jamais s'y mouvoir à leur volonté s'ils n'étaient plus lourds, plus denses que l'air. Nous sommes perpétuellement assaillis par les directeurs de ballons qui ne nous laissent pas trêve. Et je mets bon soin à les éviter, eux et leurs affirmations, dont ils sont toujours remarquablement prodigues. Ils peuvent être de bonne foi, mais on ne finirait pas de citer la multitude d'erreurs données comme vérité par de soi-disant inventeurs en toutes choses du ressort des sciences physico-chimiques. De tout temps, il y a eu des personnes qui ont prétendu à l'invention lorsqu'elles n'avaient que l'imagination, ce qui est loin d'être la même chose. Je ne saurais vous exprimer, monsieur Chevreul, de quel prix est ici pour moi votre parole. Je demande là, comme toujours, la preuve, et on ne me la donne pas. Mais, puisqu'ils nous assurent qu'ils dirigent à leur volonté leur ballon, qu'ils viennent me prendre ici, à ma fenêtre, tous les jours de séance à l'Institut, et qu'ils m'y conduisent et m'en ramènent. Ça m'évitera de descendre et de monter les 2 étages de mon escalier. Chevreul vécut assez longtemps pour poser les fondements de la gérontologie, qui est l'étude des effets de l'âge sur le corps humain. Il vit la construction de la Tour Eiffel et son ouverture le 31 mars 1889. Son nom y est inscrit. 10 jours plus tard, il mourait. Nadar, lui, vécut jusqu'au XXe siècle et vit triompher le vol motorisé. Quand Blériot traversa la Manche, Nadar lui envoya un télégramme. À Blériot, reconnaissance émue pour la joie dont votre triomphe vient de combler l'antédiluvien, du plus lourd que l'air, avant que ses 89 ans soient sous terre. Signé Nadar.